Plus de 55 ans après les indépendances, le débat continue de passionner les foules. Les gens sont dans la rue, les activistes s'en sont saisis, les panafricanistes en font une question d'honneur. Doit-on sortir du CFA? Est-ce une monnaie de domination française ou tout simplement un instrument de stabilité monétaire? Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat qui est dans sa seconde partie puisque nous avons reçu dans la première le gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, nous avons plusieurs invités autour de ce plateau. D'abord le docteur Ndongo Samba Sylla, économiste de la Fondation Rosa Luxembourg et co-auteur de Sortir l'Afrique de la servitude monétaire. Bonjour monsieur Ndongo Sylla. Bonjour. Je rappelle que vous êtes également 4 fois champion du monde de Scrabble. C'est bien ça. Mais on va parler plutôt du CFA aujourd'hui. Second invité de ce plateau, docteur Gilles Olakunle Yabi, analyste politique, fondateur de Wati, un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur Yabi. Bonjour. Et puis nous avons plusieurs cadres de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, vous vous décidez à parler, c'est extraordinaire, puisque vous aviez laissé le débat aux autres. D'abord, monsieur Habib Thiam, le directeur de la stabilité financière de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, monsieur Thiam. Bonjour. Et merci d'être là. Merci beaucoup. Autre cadre supérieur de la BCEAO sur ce plateau, Ismaël Dem, le directeur général de l'économie et de la monnaie. Bonjour, monsieur Dem. Bonjour Alain, merci de nous donner l'opportunité d'intervenir aujourd'hui auprès de vous. Merci. Alors, la question que tout le monde se pose, et on a écouté le gouverneur tout à l'heure, est-ce que le CFA est vraiment notre monnaie? Est-ce que ça ne continue pas d'être cette monnaie qui a porté colonie française d'Afrique, ensuite communauté française d'Afrique, avant de devenir communauté financière d'Afrique? Monsieur Dem. Oui, merci Alain. Le gouverneur a précisé tout à l'heure dans son intervention qu'une monnaie qui n'est pas la monnaie des populations, on n'a pas besoin de demander aux populations de la rejeter. Naturellement, les populations la rejettent. Quand vous allez dans d'autres pays... Oh, mais là, il y a un rejet, là. Là, on a vu des jeunes, on a vu des jeunes dans la rue, on écoute sur les réseaux sociaux un débat passionné et même un billet brûlé ici à Dakar. Oui, mais pas du tout, Alain, parce que lorsqu'il y a un rejet d'une monnaie, c'est qu'on ne s'en sert pas pour faire des transactions. Lorsque vous allez dans certains pays et que vous arrivez à l'hôtel et que vous êtes étranger, on vous demande de payer en dollars, en euros ou en francs CFA. Lorsque vous arrivez dans certains pays et que vous voulez louer une maison, on vous demande de payer en dollars, en euros ou en francs CFA. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas grandir? Est-ce qu'on ne peut pas grandir un peu et créer la nôtre aussi, qui ne soit pas forcément arrimée sur l'ancienne colonie, puisque ça suscite des passions? C'est un choix que nos pays ont fait. Et encore une fois, le gouverneur l'a dit dans son intervention, on a fait le choix de la stabilité, on a fait le choix de la convertibilité. Parce que lorsqu'une monnaie n'est pas stable, allez, lorsqu'une monnaie n'est pas stable, on se rend compte que du jour au lendemain, les prix augmentent. Le sac veut dire qui coûtait 10 000, coûtera 30 000 à la fin du mois. On a vu même dans certains pays qu'on allait acheter des baguettes de pain avec des brouettes. Et dans certains pays africains aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie. C'est le dollar qui circule. Monsieur Zabandongo, vous qui avez écrit sur la question et qui parlez de sortir de la servitude monétaire, vous partagez ce point de vue? Ça ne vous gêne pas? Pas du tout. En fait, je pense que le franc CFA est une monnaie qui est sous tutelle française d'abord et européenne. Et je vais rappeler une décision du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1998. Parce que lorsqu'il y a eu le passage du franc CFA à l'euro, du franc français à l'euro, il fallait maintenir un peu les accords de coopération, de change entre les pays de la zone franc d'Afrique et la France. Et donc il y a une décision du Conseil qui dit si on doit modifier la parité franc CFA euro, la France doit en informer préalablement le comité économique et financier, la Banque centrale européenne et aussi la Commission européenne. Et si on doit changer ces accords-là, leur nature ou leur portée, il faut que le Conseil de l'Union européenne donne mandat à la Commission pour qu'elle fasse son travail et la suite de quoi une décision peut être prise. Mais est-ce que ce n'est pas normal compte tenu du fait que c'était déjà arrimé sur le franc français à l'époque? Ce que je veux dire, c'est que les Africains ne décident pas de leur politique de change. On peut leur déléguer certaines tâches, mais ils ne sont pas souverains de ce point de vue-là. Et l'autre chose sur la politique monétaire, parce que le franc CFA, on sait que c'est un certain nombre de piliers, disons la parité fixe, le principe de libre transfert. On sait en économie que vous ne pouvez pas avoir la parité fixe, le libre transfert des capitaux et une politique monétaire autonome. Une politique monétaire autonome, ça veut dire par exemple, vous faites des politiques de crédit
pour atteindre un objectif donné de production ou d'emploi. Dans le cadre des pays de la zone franc CFA, on a fait le choix de dire ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre externe, mais pas l'équilibre interne. Et ce qu'on voit dans la littérature économique, c'est qu'effectivement, les pays qui ont choisi l'équilibre interne, ils ont un peu plus d'inflation, mais la production est plus stable. On crée de l'emploi, il y a la croissance. Mais les pays qui ont fait le choix, comme les nôtres, en fait, les prix peuvent être stables, c'est vrai, mais la production est très instable. Alors là, on va demander qu'on vous réponde sur la question de suite. Monsieur Thiam, que répondez-vous à cela? Non, je ne suis pas d'accord avec Monsieur Sylla. Quand on reprend l'histoire, on a vu l'histoire du serpent monétaire européen avec les pays européens qui avaient des parités fixes avec l'Allemagne. On l'a vu et ce n'est qu'en 1999, comme vous l'avez si bien rappelé, que ces pays sont allés vers l'euro. Mais pendant longtemps, la France avait une parité fixe avec l'Allemagne. L'Italie, idem, la Belgique également. Ils avaient une parité fixe. Donc ça veut dire que dans le développement des pays, il arrive qu'un pays, parce que nos pays sont dans ce stade de développement, que nos pays aient besoin d'avoir une parité fixe, aient besoin d'avoir une stabilité. Oui, mais lorsqu'il dit que c'est un handicap pour la production locale, que répondez-vous à ça? Non, je ne pense pas que ce soit un handicap. Justement, ça donne plus de visibilité aux opérateurs économiques parce que ça leur permet de prévoir les prix, ça leur permet de savoir qu'il n'y a pas d'inflation et ce qui leur permet de faire les investissements qu'il faut. Cette monnaie nous appartient, c'est notre monnaie à nous. Je reviens encore sur l'assertion que M. Sylla vient de faire quand il dit que oui, que les décisions sont prises au niveau européen. C'est vrai, nous avons des accords avec la France. Au titre de ces accords, qui dit accord, dit qu'on a des obligations et de part et d'autre. Donc, il y a des obligations de part et d'autre. Nous avons fait le choix d'avoir la parité fixe. Si on voulait, on pouvait faire un autre choix. Mais le choix de nos pays, c'était de dire nous voulons une parité fixe avec une monnaie d'ancrage et nous avons fait le choix de l'euro. On aurait pu faire un autre choix, mais c'est ce choix qui a été fait. Monsieur Wadi. Alors, M. Yabi Wati est à l'organisation. Merci à nous de l'occasion. Monsieur Yabi Wati, on est très proche. Monsieur Yabi. Alors, je pense qu'il faut d'abord replacer le débat peut-être sur ces différents piliers. Je crois que le débat sur le franc CFA tel qu'on l'entend ces derniers jours, ces derniers mois, il me semble assez peu clair. Je crois qu'il faut distinguer un argumentaire qui est économique. On peut épiloguer sur les avantages et les inconvénients du franc CFA, parce que toutes les monnaies, tous les systèmes qu'on choisit, parité fixe, système flottant, etc., ont des avantages et des inconvénients. Je crois qu'il faut reconnaître que le CFA a au moins un avantage, c'est celui de la stabilité. Et il faut aussi reconnaître que la stabilité, malgré tout, elle joue un rôle, disons, rassurant sur les investissements et donc aussi un rôle qui peut être positif pour la croissance. Il vaut mieux avoir de la stabilité que de l'instabilité pour avoir de la croissance, pour avoir un environnement, disons, favorable à la croissance. Mais en même temps, il faut reconnaître également que lorsqu'on met l'accent sur la stabilité, généralement, on perd en dynamisme, on perd notamment en incitation à la production locale. Et je crois que ce débat entre économistes sur les avantages et les inconvénients du franc CFA, c'est un débat qui est intéressant. Je crois qu'il va être difficilement tranché parce qu'à nouveau, il y a derrière un choix qui doit être fait entre ce qu'on place comme étant l'objectif primordial. Mais je crois qu'au-delà de ce débat, il y a un débat qui est symbolique. C'est une monnaie qui a un héritage. C'est un héritage colonial. Je crois qu'on ne peut pas factuellement le contester. Le nom a changé, l'acronyme a changé de signification, mais il est dans la continuité du franc des colonies d'Afrique. Justement, vous parliez du fait que ça restait une monnaie avec un gros passif colonial. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Faut-il sortir de là à cause de ce passif, à cause de cette symbolique, si elle offre les avantages que vous-même vous citez, c'est-à-dire la stabilité? Je pense à nouveau que c'est le débat symbolique, il est sur un autre plan et il est tout aussi important que les débats économiques. Et je crois que c'est une erreur pour un certain nombre de responsables politiques de la région d'écarter cet argumentaire symbolique du revers de la main. Parce que lorsqu'on a une jeunesse, lorsqu'on a une génération qui demande des signes de rupture politique simplement pour
affirmer qu'on rentre dans une nouvelle ère avec des relations différentes avec l'ancienne puissance coloniale, je crois qu'il est du devoir des politiques de reconnaître cette volonté ou cette aspiration de la part de la jeunesse, tout en essayant de leur donner davantage de clarté, davantage de connaissance. Mais je crois qu'il est extrêmement dangereux de balayer du revers de la main cette revendication. Mais le gouverneur vous dit c'est notre monnaie aujourd'hui. Je crois que lorsque le gouverneur dit c'est une monnaie qui nous appartient, on se l'est appropriée. En fait, le terme d'appropriation, on le voit beaucoup lorsqu'on fait des études de développement. Lorsqu'on dit qu'on s'est approprié quelque chose, ça veut dire que dès le départ, on ne l'a pas créé. On récupère cela après coup. C'est très bien que... Mais quelqu'un qui vous dit... Je pense qu'il y a des réformes. Je pense qu'il y a des réformes, mais je suis tout à fait au fait des réformes qui sont intervenues au fil du temps au niveau des banques centrales. Et effectivement, au niveau des banques centrales aujourd'hui, le pouvoir de décision, il est entre les mains des pays africains. Mais ce n'est pas ça le... Est-ce qu'il est vraiment entre les mains des pays africains? Parce que là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec M. Samandongo. Est-ce qu'il est vraiment entre les mains des pays africains? Quand je dis qu'il est entre les mains, je veux dire... on n'a pas l'influence telle qu'elle est décrite par un certain nombre de contempteurs du franc CFA. Mais par contre, le rapport de force politique, il se fait au niveau des chefs d'État également. Donc ce n'est pas simplement par la présence d'un administrateur ou pas de Français. Est-ce qu'il a le droit de veto? Parce qu'on dit beaucoup de choses. Si vous permettez peut-être sur ce point, je reviens rapidement sur l'héritage colonial. Je pense qu'on ne doit pas nourrir de complexe par rapport à cela. Le français que nous parlons aujourd'hui est un héritage colonial. C'est de l'histoire. Je pense qu'on est rentré dans la nouvelle ère depuis 1960. Nous, on n'a pas envie de rétro-pédaler. L'indépendance des États, ça a été décidé en 1960. On est dans une nouvelle ère. Moi, je ne suis pas né pendant la colonisation. Je suis né après. Et je n'ai pas de complexe. Et je pense que les agents de la BCEAO et tous nos concitoyens aujourd'hui n'ont pas de complexe par rapport à ça. On parle surtout de c'est remarquable la réflexion où vous dites on parle du français aussi. Donc peut-être qu'il faudrait remettre ça en cause aussi. On parle de l'acronyme, de la remise en cause de l'acronyme franc. Il y a le franc rwandais aujourd'hui, il y a le franc suisse. Pourtant, et le franc n'existe pas en France. Donc, bon, peut-être qu'il y a un problème, il y a un dénigrement systématique sur cet acronyme-là, alors que sur le fond, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème des États et c'est pas ça le problème de nos populations. Alain, et pour rebondir tout à l'heure sur le problème de l'indépendance, je dois vous dire que dans toutes les instances de la Banque centrale, que ce soit le conseil d'administration ou le comité de politique monétaire, nous avons un seul représentant français. Le comité de politique monétaire compte 16 membres, dont un seul représentant de la France. Est-ce qu'il a le droit de veto? Il n'a pas de droit de veto. Les décisions sont prises à la majorité simple. Et je voudrais dire au professeur Stila que dans ce comité de politique monétaire, il y a des membres qui sont nommés intuitifs personnels, qui ne sont pas choisis par des politiques. Et il y a deux éminents professeurs titulaires de la sous-région actuellement. Je vais parler du professeur Adama Diaw de l'université de Saint-Louis et du professeur Mama Ouattara de l'université d'Abidjan. Monsieur Stila, qui est un universitaire, pense-t-il que des personnalités aussi éminentes vont siéger dans les instances de la Banque centrale et être à l'ordre des Français? Il va vous répondre. En fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, moi, je ne salue pas la décision des, entre guillemets, pères fondateurs du franc CFA, comme le gouverneur a pu le dire. Et je voudrais revenir sur l'argument de stabilité. Parce que vous avez posé une question concrète. Qu'est-ce que ça apporte à Mme Traoré ou M. Koulibaly? Je vous dis que cette stabilité-là, elle n'a pas créé l'investissement, elle n'a pas créé de croissance. Après 71 ans, disons, de compagnonnage monétaire, où en sont les économies africaines? Par exemple, si on prend le revenu réel du Gabon, c'est inférieur de moitié à son meilleur niveau des années 80. La même chose pour la République centrafricaine, la même chose pour le Niger. Le Côte d'Ivoire, on parle de son taux de croissance. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que nos économies sont tellement volatiles en termes de production que ce qui se passe, c'est qu'on peut être pendant une bonne période et après tout se casse. Actuellement, la Côte d'Ivoire a de bons taux de croissance économique. Mais la Côte d'Ivoire actuelle a un revenu par habitant inférieur de 34% à son meilleur niveau du temps d'Oufet. Et donc, on a tous ces exemples. C'est pareil pour le Cameroun, c'est pareil pour le Congo. Est-ce que ça a à voir avec la monnaie? Ce que je veux dire, c'est que l'argument de la stabilité, on ne peut pas dire parce que vous êtes stable, entre guillemets, ça va vous créer des investissements, de la croissance. Ça, on ne l'a pas vu. L'argument de la stabilité, en fait, quel est son rôle? C'est pour dire que si vous sortez, ce sera pire. Donc, c'est en fait une menace. Mais on ne peut pas dire que parce que vous êtes stable,
71 ans de stabilité, ça a créé le sous-développement. La preuve, vous prenez les indicateurs de développement. Mais peut-être qu'il faut ramener ça à la gestion même de nos économies, pas forcément à la monnaie. Ce que je veux dire, en fait, le gouverneur a dit quelque chose qui me semble assez scandaleux. Il a dit que dans le domaine de la production n'est pas du domaine de la monnaie. Ça veut dire qu'en fait, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne connaît pas le rôle de la monnaie dans une économie moderne. On a de grands économistes, John Maynard Keynes, Iman Minsky, Schumpeter, qui nous ont dit que la production commence, c'est la monnaie qui est au centre de tout. Avant la production, il faut des avances en crédit. Et figurez-vous que pendant 20 ans, de 1991 jusqu'à 2014, le niveau de crédit à l'économie rapporté au PIB est demeuré quasiment constant. Dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir de production, il ne peut pas y avoir de développement. Alors moi, je vais répondre au professeur. Je vais lui dire qu'aujourd'hui, le pensée économique dominant, qui est la fonction néoclassique, Milton Friedman a dit la monnaie n'est qu'un voile. Vous me citez Schumpeter, moi je peux vous citer Milton Friedman, qui a dit que la monnaie n'est qu'un voile, qu'une politique monétaire ne peut pas permettre de jouer à long terme sur la production. Ce sont les politiques structurelles. Et je reviens sur ce que le gouverneur a dit, qui est quelque chose de très important, M. Silla. Nos économies ont tous mis en place des programmes nationaux de développement. C'est historique, soutenu par la communauté internationale, financé. Aujourd'hui, c'est ça qui sont nos enjeux. Nos enjeux, c'est de savoir comment est-ce qu'on va financer le capital humain, comment est-ce qu'on va créer des hôpitaux, comment est-ce qu'on va diversifier nos économies. On parlait de pétrole, on parlait de cacao. Il faut diversifier les économies, les rendre plus productives. Et ça, ce sont les politiques structurelles. Et c'est l'intégration économique dans laquelle nous, à l'UEMOA, nous sommes engagés depuis 1962. Alors, ceci dit, on va redescendre un peu. On va revenir à des choses qui sont comprises par tout le monde, parce que vous citez des noms ici qu'on ne peut même pas répéter juste après, pour ceux qui sont derrière leur poste, ou derrière leur téléviseur. J'ai envie de demander, Madame Koulibaly, Madame Traoré, elle vous a écouté, elle était à dire la monnaie du blanc, on n'en veut plus. Vous, de la BCEAO, vous dites non, ce n'est pas la monnaie du blanc. Les autres panafricanistes disent si, c'est la monnaie du blanc. Que bénéficie Madame Koulibaly quand on garde ça? Et qu'est-ce qu'elle va perdre si on change cette monnaie? Moi, j'ai envie d'entendre ça plutôt que les grandes théories économiques. Là, je me tourne vers M. Yabi. Si on vous dit ça, vous dites quoi? Concrètement, qu'est-ce qu'elle peut en attendre? Et est-ce qu'on doit l'enlever? Au-delà de la symbolique, parce que c'est vrai que dans nos cœurs, on se dit c'est l'argent du blanc. Mais si on enlève l'émotion. La symbolique, ce n'est pas l'émotion. Et je dis juste, pour finir sur le parallèle qui a été fait entre la monnaie et la langue, notre usage du français, il n'est pas organisé par un mécanisme institutionnel. L'usage de la monnaie, il est organisé par une relation institutionnelle et donc politique avec le gouvernement français. Donc ça fait une différence qui me semble être significative. Et lorsque je disais qu'il ne faut pas balayer du revers de la main cet argumentaire, c'est qu'on a déjà dans notre région une coupure, une cassure entre les élites et les populations. Et je crois qu'on le voit dans différents domaines. C'est pour ça que le domaine monétaire, non, le temps tourne vite, j'ai envie qu'on ne passe pas le temps à le faire. Et je reviens à votre question sur les avantages d'une sortie. Moi, je ne pense pas, je ne plaide pas pour une sortie précipitée. On a vécu avec la monnaie, c'est notre monnaie d'une certaine manière, depuis des décennies. Donc, il n'y a aucune urgence à sortir sans avoir préparé l'après. Ce qui m'intéresse, c'est l'après. Il faut le préparer. Et pour moi, et c'est là où on tombe sur ce qui me semble être le plus important, c'est l'argumentaire stratégique. On doit faire des choix dans nos pays africains. On ne peut pas continuer à refuser de faire des choix pour l'avenir. Nous avons le devoir de choisir la zone géographique à l'intérieur de laquelle nous voulons installer notre intégration économique, monétaire, commerciale et politique. En Afrique de l'Ouest, il y a une organisation qui s'appelle la CEDEAO. Elle rassemble tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'horizon, c'est la monnaie unique de la CEDEAO. Les chefs d'État de la région l'ont d'ailleurs décidé. Ils ont mis en place même des institutions pour le faire. Africaine. Alors, il y a après, mais ça montre notre problème de choix. Parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut faire un choix très clair et garder la cohérence. Ce qui me gêne énormément, c'est l'absence de cohérence. Et on ne peut pas continuer alors, au sein de la BCEAO, d'organisation. Voilà, au sein de la BCEAO, est-ce qu'il y a un travail pour l'organisation de cette intégration régionale avec une monnaie unique? Bien sûr. Ce que les gens ne savent pas également, c'est que
la BCEAO est un pionnier de l'intégration régionale en Afrique. Depuis presque sa création, depuis son africanisation dans les années 75, la BCEAO a abrité le siège de ce qu'on appelait le CAEN, qui était l'Institut des banques centrales africaines pour la création de la monnaie unique africaine. Donc il y a un travail dans ce sens. Il y a un travail qui a fait dans ce sens. Il y a un travail dans ce sens. BCEAO, on est le principal contributeur de l'AMAO, l'Agence monétaire ouest-africaine. Alors dernière question, parce que vous voyez le temps a tourné très vite. On parle d'une menace de dévaluation. Le gouverneur a dit même s'il y en avait, il n'en parlerait pas, mais que ce n'est pas nécessaire. Est-ce qu'on s'achemine vers ça? Est-ce que ce n'est pas un instrument encore pour faire pression sur ces économies-là et montrer que c'est nous qui dominons? Alors, il y a peut-être une précision que j'aimerais faire, sur laquelle j'aimerais revenir. C'est la question des réserves de change, parce que on revient toujours là-dessus en disant que oui, parce que tout à l'heure, M. Sylla a indiqué qu'on ne finançait pas l'économie, et on n'explique pas assez que les réserves de change de l'Union sont déjà dans l'économie. Quand je prends, comme vous avez tout à l'heure parlé de Mme Traoré et de M. Koulibaly, Mme Traoré ou M. Koulibaly, qui est exportateur de noix de cajou, quand il va faire son exportation, va recevoir des devises, des euros. 1 million d'euros, par exemple, d'exportation. L'équivalent en francs CFA de ce million d'euros va être remis dans le compte de M. Koulibaly, ici au Sénégal ou au Mali ou en Côte d'Ivoire. Et cet argent-là est réinvesti dans l'économie. Alors donc quand j'entends dire que oui, que les réserves ne sont pas utilisées, alors que c'est juste des avoirs extérieurs qui sont gardés par la Banque centrale, à l'instar des autres banques centrales. Je voulais vraiment repréciser cette affaire-là. Revenons à la dévaluation, parce que c'est important, et que nous arrivons au terme de l'émission, puisqu'on commence déjà à dépasser. Est-ce que ce n'est pas un outil de pression, le mot dévaluation que l'on utilise à nouveau? Rapidement, M. Sylla. En fait, s'il y a dévaluation, ça montre bien que c'est la France qui a le dernier mot, premièrement. Et deuxièmement aussi, que nous n'avons pas besoin de la convertibilité, entre guillemets, garantie par la France. Parce que la question, à mon avis, ce n'est pas de sortir du franc CFA, mais que la France sorte du franc CFA, qu'on abolisse les conventions de compte d'opération. Parce qu'à supposer qu'on dise que la France CFA est la monnaie la mieux gérée au monde, ce qui n'est pas le cas, à mon avis. Pourquoi la France serait-elle là? Sachant que ce qui garantit la convertibilité, ce n'est pas la France. C'est juste les réserves accumulées par les pays africains. En Afrique centrale, s'il y a une dévaluation, probable peut-être s'il y a, c'est parce que les réserves de change se sont amoindries. Et donc, normalement, la France, en tant que garant, devrait venir apporter de l'argent frais. Ce qu'elle n'a pas fait en 1993. Donc, il y a ce qu'on appelle le taux de couverture de l'émission monétaire. C'est descendu en dessous des 20% requis par les traités, disons en 1993. Et la seule fois où c'est arrivé, la France n'a pas garanti. Donc la question qui se pose, ce n'est pas de sortir en tant que tel, parce que c'est des mécanismes qu'il faut réformer. La parité fixe... Pour vous, c'est la France qui doit sortir du CFA. Qui doit sortir du CFA, parce qu'elle n'a pas sa place. Elle ne garantit pas le franc CFA. Bien, monsieur Foucault, je crois que M. Sylla vient de donner raison à M. Yabi. Son problème, c'est la France. Non, c'est pas la France. Non, c'est pas la France. Nous disons que nous avons une monnaie, le franc CFA, qui a des mécanismes qui sont éprouvés. Oui, mais là, il évoque le cas de la dévaluation. Non, la dévaluation ne se décide pas ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce que pour dévaluer, on aurait besoin de réunir 14 chefs d'État africains si la décision se prenait en France? C'est que la décision, c'est bien la décision des Africains. Il faut les convaincre. On a vu la pression du FMI et autres institutions. Le FMI fait pression sur nos États lorsqu'elle estime... Si vous permettez. C'est pression également sur la Grèce. Ce n'est pas la France. La France devrait toujours être là. C'est la question qui se pose, sachant qu'elle ne garantit pas la monnaie. Parce que quelqu'un qui garantit, c'est quelqu'un qui apporte l'argent frais. Non, la garantie, c'est une garantie de convertibilité. Il ne faut pas faire de confusion. Il ne faut pas faire de confusion entre la garantie de convertibilité et également le découvert qu'on peut avoir en compte d'opération. Il y a eu des conditions. Malheureusement, je suis obligé de vous interrompre, puisque le temps tourne vite, on arrive au terme de ce magazine. La question du CFA passionne et on reviendra certainement là-dessus dans quelques temps. Là, vous avez parlé avec moins de passion, je dois l'avouer, puisque quelquefois le débat tourne court. Merci à vous d'avoir accepté de venir en débattre. Le débat s'est terminé pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de nos programmes.